Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. La lourdeur administrative, le dénominateur commun des services publics, c'est le thème du grand dialogue de ce soir. De nombreux usagers se plaignent de la lourdeur administrative au niveau du traitement des dossiers dans les services administratifs. Ils déplorent aussi le manque d'informations. Votre dossier est dans le circuit sans plus de détails ou encore il est au niveau de la signature. Revenez dans quelques jours. Voilà entre autres le quotidien des citoyens dans les services publics ou parapublics. Cette lenteur dans les formalités administratives affecte souvent les relations entre les citoyens et l'administration. Pire, elle suscite parfois des pratiques de corruption dans les services publics. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette situation? Comment faciliter les démarches administratives? On en parle dans ce grand dialogue avec nos invités. Brahma Diara, secrétaire général du syndicat autonome des administrateurs civils, SINAC. Dr Seydou Kanté, spécialiste en droit de travail et de la sécurité sociale. Et Cheikh Abdelkader Fofana de l'Association des consommateurs du Mali, ASCOMA. À la présentation, je suis Mrana Kilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur. Bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Cheikh Abdelkader Fofana, on va commencer avec vous. La première question vous sera adressée. Les citoyens maliens se réjouissent-ils de leurs droits et des prestations dont ils bénéficient des services publics? Nous vous remercions pour l'invitation et je pense que j'aborde dans le même sens que les consommateurs ne sont pas toujours satisfaits de l'administration publique. Pourquoi? De façon générale, parce qu'il y a d'abord la lenteur, ensuite souvent il y a le copinage qui fait que souvent pour être bien traité, il faut être d'un certain milieu ou avoir une connaissance. Je pense que c'est un truc qui ne date pas de maintenant. Je vais juste avancer, avoir une pensée pieuse pour un grand administrateur du Mali qui n'est plus. Je suis sûr s'il était de ce monde, il aurait trouvé une solution à ça. Entre autres, je vais parler de Feu Diosseli Kone. Peut-être il y en a qui l'ont connu. Un très grand administrateur de l'administration qui, en son temps, avec Soumana Sako, l'ancien Premier ministre, quand il a pris son poste, je me rappelle le premier séminaire qu'il a organisé, c'était la simplification des procédures administratives. Parce qu'il y avait une lourdeur qu'ils ont tous constatée. Et cette simplification des procédures, des images nous ont été montrées. Dans l'image, ce qui nous a surpris, nous, surtout les consommateurs, c'est que pour avoir une pièce d'identité, alors il fallait aller à la queue, monter au 2e étage, ensuite partir au 5e, redescendre au 3e, remonter au 4e pour venir prendre une pièce au 1er étage. Donc, ils ont compris que là, il faut chercher à simplifier les procédures. Ensuite, il y a quelque chose qui est un hic, c'est qu'on ne le dit pas assez, l'enseignement n'est plus à la hauteur, l'enseignement, la formation. Je ne sais pas si certains se rappellent, il y avait une école qu'on appelait à l'époque le PIG, où ceux qui étaient formés, les secrétaires de l'administration qui étaient formés, savaient pourquoi ils étaient là. Ils avaient des résultats à attendre, mais ce qui n'est pas forcément le cas maintenant. Donc vous estimez que les administrateurs manquent de formation? Ou manquent de formation, ou trouvent que ce n'est pas la peine d'appliquer. Parce que si, les Russes appellent ça pas blatou, si tu sais que tu peux avoir ça sans effort, tu profites. Et c'est ce qui a pris de l'ampleur au Mali depuis un certain moment. Alors, quelles sont les inégalités auxquelles les consommateurs font face couramment dans les services administratifs? Alors, les inégalités auxquelles on fait face, il y en a plusieurs, mais je vais citer le plus grand de tous, c'est quand on va dans un service, on demande d'abord, mais est-ce que tu connais quelqu'un là-bas? Donc, si on te dit quelqu'un, ton dossier viendra au-dessus du dossier des choses. Je pense que ça, c'est fondamental. C'est pas seulement le consommateur. Je peux dire que c'est même malien. Pour la petite histoire, c'est une boutade que j'ai dit tout le temps. Pour être nommé à un poste au Mali, il ne faut pas être à l'extérieur.
Je me rappelle la dernière fois qu'on a nommé quelqu'un qui n'était pas à Bamako, c'est le gouverneur Abdoulaye Poudjougou, qui était à Sikasso en son temps. Il a été appelé pour être dans le gouvernement. Et tous les jours, tant que tu n'es pas ici, tu n'as pas de nomination. C'est toujours le copinage. Or, en général, ceux qui sont à l'extérieur, c'est eux qui ont la grande compétence, c'est eux qui connaissent le territoire. C'est l'une des lacunes que nous, on a constatées. Lorsque vous êtes confronté à de telles pratiques, comment réagissez-vous? Alors, et si c'est l'ASCOMA qui est confronté à ça, il faut que les gens comprennent que l'ASCOMA peut réagir. Mais pour que l'ASCOMA réagisse, il faut qu'on nous consulte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on nous saisisse d'une plainte. L'ASCOMA ne peut pas se lever de lui-même et aller porter plainte. Non. Il faut qu'on nous consulte avec un écrit et en ce moment, on lève les leviers pour lui venir en appui. Sinon, ce serait comme si on était en train de se battre pour quelqu'un. C'est ça, les pratiques que les usagers subissent chaque jour dans les services administratifs, c'est les mêmes pratiques dont vous, en tant que défenseur également de ce consommateur-là, vous vivez dans les services administratifs en cas de démarche administrative? On vit les mêmes problèmes, hein. Sauf si on connaît des gens. Par exemple, il y a des secteurs, si on me connaît, ça passe facilement. Dans d'autres, non. Mais je veux dire, il faut être connu pour que ça marche. Et ce n'est pas propre à l'ASCOMA, c'est presque à tout le monde. Bourama Diarra, vous êtes secrétaire général du syndicat autonome des administrateurs civils à SYNAC. Confirmez-vous qu'il y a réellement de lourdeur administrative des services à rendre? Merci, M. Touré, de m'avoir donné... Maïga. M. Maïga, je m'excuse, de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur une question qui mine l'administration aujourd'hui, qui est la lourdeur administrative tant décriée par les usagers. Mais à ce stade, la question ou sinon la réponse ne serait pas de confirmer, mais de savoir de quoi s'agit-il quand on parle de lourdeur administrative. Parfois, cette lourdeur administrative dont on parle, il s'agit du respect des procédures. Des fois, c'est une méconnaissance même des procédures administratives par les usagers qui les amène à se dire la lourdeur administrative. Mon dossier à tel niveau, ça n'arrive pas à sortir, il faut connaître un tel. Souvent, la procédure même à suivre, l'usager ignore ces procédures. Donc, ce qui amène une certaine lenteur dans le traitement du dossier. Donc, en ayant cette lenteur, l'intéressé ou sinon l'usager va se dire que l'administration est lourde. Donc, à ce stade, moi, je pense que la lourdeur administrative, il faut le situer dans plusieurs niveaux. D'abord, la méconnaissance des procédures et aussi le vouloir d'appliquer strictement les procédures par l'administration. Là aussi, ça peut amener cette lourdeur. Mais force est de constater qu'en tout cas que la question est d'actualité au niveau des usagers. Donc la solution, c'est vraiment amener une campagne de sensibilisation sur les procédures. Est-ce que les rôles sont-ils connus dans les services administratifs? Oui, les rôles sont bien connus, je vais dire comme ça. Un agent public qui se permet de traîner les dossiers, ça c'est une négligence, c'est une faute administrative qui est sanctionnée. Je vais vous dire, il y a une loi actuellement depuis 1998 qui régisse les relations entre les usagers et l'administration. Donc les usagers sont libres d'avoir leurs documents, tout ce qu'ils cherchent auprès de l'administration. Les relations sont traitées dans cette loi. Donc, à ce stade, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qui fait que lorsqu'on part chercher un document administratif qui ne nécessite pas assez de temps, qui peut se régler en espace de quelques minutes, il faut attendre des jours ou quelques heures pour pouvoir accéder à ce document administratif? Quel est le problème réel au niveau des agents chargés de fournir ces dossiers? Oui, je vais revenir un tout petit peu en arrière, ce que je viens de dire. J'ai dit que la lourdeur administrative, il faut le situer à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, les procédures administratives même sont de telle sorte que
souvent le traitement d'un dossier nécessite plusieurs niveaux de traitement. Donc, on va amener le dossier au niveau d'un tel, il va traiter, il va faire approuver le dossier par son supérieur hiérarchique. Lui aussi, il va faire approuver par un autre, ainsi de suite, jusqu'à la signature ou par peut-être le premier responsable de la structure. Et parfois même, ce délai aussi, c'est encadré par des manuels de procédure dans certains services. Donc, dans certains services, le traitement des dossiers sont encadrés par la loi et aussi par les manuels. Donc, tu déposes le dossier pour avoir accès à un document ou bien pour fournir une prestation. Vous savez déjà au bout de quel moment vous devez avoir un résultat. Donc, si malgré l'existence de ces manuels, malgré l'existence de la loi qui régisse l'administration et l'usager, un agent qui se permet de bloquer le dossier, je vais appeler comme ça, parce qu'il veut avoir quelque chose, ça c'est une pratique malsaine et c'est des pratiques qui sont punissables. Et l'usager est tenu de porter plainte auprès du chef hiérarchique, il peut aller même au-delà de cela. Docteur Seydou Akante, vous êtes spécialiste en droit du travail et de la sécurité sociale. Selon vous, qu'est-ce qui serait à l'origine de cette situation que vous venez d'écouter tout à l'heure? Bonsoir à tout le monde. Je remercie M. Maïga de m'avoir donné la chance de partager la table avec M. Cheikh Abdelkader Fofana de l'ASCOMA, mon très cher Bourama Diarra, le syndicat des administrateurs civils. Effectivement, quand on parle de l'origine, il faut le situer parce que effectivement, la lourdeur administrative aujourd'hui ne doit pas en principe exister parce qu'il y a des lois qui l'encadrent. Tantôt, M. Diarra vient d'évoquer la loi du 18 janvier 1998 qui réglemente la relation entre l'administration et le service public. Il y a une loi qui date tout récemment du 19 septembre 2014 portant le principe de création, de l'organisation et du contrôle des services publics. Donc, cela veut dire qu'il y a un service contrôle. Il y a aussi le médiateur de la République même qui veille à ce que lorsqu'un citoyen est victime, comme l'a dit M. Diarra, il y a un contentieux. On peut saisir, on peut porter plainte par voie hiérarchique et on peut même saisir l'institution du médiateur de la République pour l'éviter. Mais quelle est l'origine? L'origine, c'est à deux niveaux. Il faut l'analyser souvent en fonction du comportement. Moi, je le vois d'abord en fonction du comportement. Le comportement lié à la motivation du travailleur qui ne connaît pas ses obligations ou bien qui le connaît mais qui essaye de contourner l'encadrement de son engagement. Il a parlé de ce qu'on appelle manuel de procédure. Il y a des structures qui créent même des délais d'exécution d'un dossier. Aujourd'hui, l'actualité même, on est en train d'aller vers la digitalisation du courrier pour satisfaire les usagers. Il y a aussi la procédure administrative souvent qui est très lourde. L'administration, au lieu d'aller droit au but, on te fait passer par un agent qui a un chef, ce chef doit analyser, et lui, le véritable ordonnateur vient en dernière position, peut-être que c'est la 5e personne que vous allez voir. Donc, compte tenu des réunions, ainsi de suite, la procédure pose problème. Il y a aussi l'éthique, la conscience professionnelle. En réalité, moi, ce que j'ai toujours combattu, vous ne pouvez pas me recruter et que je donne mon consentement pour un emploi. Après, je parle de rémunération. Au départ, j'ai accepté. Donc, cela ne doit pas effriter mon rendement. Mais aussi, ce qui est plus grave, c'est le recrutement que M. Fofana a dit. Souvent, on recrute quelqu'un, il n'a même pas la motivation de travailler. Le mode de recrutement. Donc, en ce moment, quand on réunit ces facteurs, on se trouve dans une situation où la loi a réglementé, les autorités ont réglementé, les autorités ont mis des institutions pour l'éviter, mais l'on constate que jusqu'à présent, c'est un mal qui est là qu'on n'arrive pas à solutionner. Donc, pour répondre à l'origine est liée à la conscience professionnelle, à l'engagement par rapport à une prestation et aussi ce que l'on appelle la conscience professionnelle. C'est ça qui nous manque en réalité. Il y a beaucoup de mots
Mais souvent, moi je me dis, je le mets sous l'angle de la déontologie, de la conscience professionnelle pour pouvoir le corriger. L'usager aussi est victime souvent, mais il est aussi à la base de son problème. Si vous pensez qu'un service public n'est pas gratuit et que vous-même vous tentez d'amener l'agent sur ce terrain, c'est naturellement qu'il va essayer de traîner les pieds pour essayer d'amener d'autres choses qui ne sont pas saines. Donc en général, concernant l'origine, il faut le mettre dans cet ensemble. Donc souvent, il y a le défaut d'organisation, il y a la lourdeur des procédures, il y a aussi le comportement de l'agent appelé à rendre ce service public. Et souvent, l'usager est victime, mais souvent certains usagers poussent l'agent à y aller et qui étaient prêts à aller dans ce sens. Vous avez parlé de l'organisation administrative, également la loi. Est-ce que cette loi qui n'est pas appliquée, comme vous venez de l'annoncer, est-ce que c'est dit uniquement aux agents ou bien c'est toute l'administration qui est en cause? La loi du 19 septembre 2014 précise les normes d'organisation des services publics. Chaque service public est organisé et le législateur sait, c'est-à-dire celui qui a rédigé ces lois, sait pour telle procédure, telle administration en matière de procédure, qu'est-ce qu'il faut faire. D'autres, ils vont jusqu'à maintenant à prendre leur manuel de procédure pour faciliter la chose. Maintenant, cette loi qui précise l'organisation, en principe, l'agent public sait, je dis bien en principe, quelles sont les attentes et quelle est la durée de traitement d'un dossier. D'accord. Et quelle est la durée de traitement d'un dossier? On va poser cette question à l'administrateur qui est là. Mais bien avant, on revient vers vous. Est-ce qu'on tient compte dans le traitement de la gestion des performances dans les traitements de dossiers? Et la gestion des performances, en général, c'est prévu, mais c'est quelque chose qui est difficile à mesurer. Difficile à mesurer. Et pourquoi? Parce que souvent, on mesure, c'est comme quand tu veux accéder aux associations de consommation, il faut une plainte. Alors, pour que l'agent soit sanctionné, il faut absolument que le service soit informé, ses supérieurs soient informés de la faute qu'il a eu à commettre. Mais le Malien hésite à faire ça. Je rappelle que j'en ai été victime. Une fois, tout le monde connaît le service célèbre qui est l'AGETIP, qui donne du travail aux architectes. Et quand j'étais secrétaire général des architectes, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. On a fait une réunion avec les architectes et on leur a demandé, tant que ce problème n'est pas résolu, de ne pas concourir à ce dossier. Secrétaire général, j'ai adressé un courrier à tous les architectes. L'offre n'a pas passé et le concours n'a pas eu lieu. L'un des responsables de l'AGETIP, pas n'importe lequel, a eu à me le dire à moi. Et il a dit à d'autres qui me l'ont dit, tu n'auras plus accès à aucun marché à l'AGETIP. Et l'AGETIP a accès tout le temps, je n'ai jamais eu un marché à l'AGETIP. Donc le Malien a peur de dénoncer pour être à la faute. Mais je crois que ce qu'il a dit, j'aimerais ajouter à ça la simplification des procédures. Je ne pense pas que ça soit net dans cette affaire. Les procédures administratives sont un peu compliquées. On ne sait pas de faire un nettoyage. Avec votre permission, je vais vous donner l'exemple du permis de construire. Ça, c'est un calvaire que vivent tous les Maliens, surtout les Maliens qui sont à l'extérieur. Avoir un terrain, c'est bien. Vouloir construire sur la parcelle, c'est encore bien. Mais pour avoir le permis de construire, tu vas passer, malgré qu'on dit que c'est 1 mois, moins d'1 mois, tu vas passer près de 1 an après ton dossier et tu n'auras pas l'autorisation. Or, la procédure en elle-même est simple, mais elle est compliquée. Il est compliqué parce que pour la procédure, tu vas avoir un architecte qui te fait un dossier une demande d'autorisation de construire, que tu adresses au service de l'urbanisme. Et une fois le dossier déposé, c'est en 5 dossiers, le service de l'urbanisme envoie aux différents services techniques de l'État pour étudier le dossier que l'architecte a déposé. Est-ce que tout est respecté là-dedans? Parmi ceux qu'on demande,
c'est d'abord, est-ce que la parcelle est à toi? Un dossier va donc au niveau de la cartographie. Un dossier va au niveau du service d'hygiène. Tiens, c'est des gens qui vont habiter ici. Est-ce qu'il y a une fosse septique adaptée? Est-ce que le nombre de personnes est là? Un autre dossier qui reste au niveau de l'urbanisme pour vérifier est-ce que toutes les chambres possèdent une fenêtre? Est-ce que la maison n'est pas attenante au mur voisin? Est-ce qu'il ne faut pas... Il y a un regard qui est demandé. Est-ce qu'il ne faut pas laisser un certain nombre de distance? Bref, chaque service technique étudie le dossier et fait venir la réponse au niveau de l'urbanisme, qui collecte ces informations. Et sur les 2 dossiers qui sont restés, il porte les différentes observations des services techniques et en ce moment, tu as ton autorisation. Bon, il est prévu de faire ça en 12 jours. Si ce n'est pas fait en 12 jours ou 15 jours, je ne me rappelle plus, tu peux écrire pour dire que si dans 10 jours, dans un délai de 10 jours, tu n'as pas ton autorisation, tu commences tes travaux. Il y en a qui ne veulent pas commencer. Il y en a qui veulent d'abord avoir l'autorisation entre leurs mains. On n'a pas vu pas mal de Français, de gens de l'extérieur qui viennent, ils passent 3 mois, 4 mois, et ils retournent avec leur argent sans pour autant construire parce qu'ils n'ont pas eu leur autorisation. Mais est-ce que dans ce genre de situation, on tient compte des priorités des papiers qui ne nécessitent pas de va et de vient pour lesquels on pourrait passer des jours? Et la priorité là, c'est justement la simplification que nous pensons qu'il faut inclure. Par exemple, vous déposez votre dossier, vous voulez construire à Sabalibougou. Votre dossier doit partir au service d'hygiène qui doit constater quel est le sol de Sabalibougou. Est-ce que ça permet de faire une fosse? Si oui, combien d'usagers vont habiter là-bas? Je pense qu'au préalable, dès que vous avez une parcelle, avec la parcelle, le service d'hygiène doit vous donner les éléments constitutifs pour faire une fosse dans la zone. Si vous avez une parcelle au niveau de l'aménagement, de la cartographie, c'est la cartographie qui doit vous donner un papier pour dire que la parcelle est à vous. Alors si ce n'est pas le cas, vous déposez l'autorisation, vous devez mettre tous ces dossiers, ces 5 dossiers là-dedans. Le service de lui-même va ventiler à ces différents services qui va attendre que les chefs de service répondent. Souvent, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas d'argent. Et le temps que ça vienne, l'autorisation ça prend du temps. Je pense qu'en simplifiant la procédure, en enlevant un certain nombre de choses, le problème peut être résolu. C'est juste technique. Ça se décide au niveau des agents qui sont au niveau de l'urbanisme. D'accord. Diarra, quelle est l'implication de l'administration pour contourner cette lourdeur administrative? Bon, la solution, c'est l'administration. Ça ne peut pas aller sans l'administration. La lourdeur administrative, la solution, c'est vraiment l'adoption des textes. L'adoption, parce que quand on parle de lourdeur administrative, c'est parce qu'on parle des procédures plus ou moins longues. C'est ce qui fait penser à l'usager que les procédures sont lourdes. Sinon, les procédures sont telles que les délais sont connus, les acteurs chargés de traiter les dossiers sont connus. En principe, comme mon voisin l'a dit tout à l'heure, docteur, il ne doit pas avoir de lourdeur administrative au niveau de l'administration, puisque les procédures sont déjà connues. Et quand il y a lourdeur administrative, en principe, il faut bien vérifier, il y a un agent, un délicat qui est derrière. Sinon, l'administration est faite de telle sorte que même les procédures qu'on appelle procédures lourdes, c'est fait pour protéger le consommateur, l'usager, parce que c'est pour vérifier davantage s'il y a des entraves dans le dossier. Sinon, l'administration n'a pas intérêt à rendre les procédures lourdes. Maintenant, la question que l'administration peut prendre en compte, c'est déjà commencer avec la digitalisation des moyens de paiement. Ça, c'est un pas, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller vers la digitalisation même d'acquisition. Nous allons parler plus tard des solutions appropriées à ça. Voilà. Mais vous avez parlé également des sanctions. Quelles sont ces différentes sanctions-là en cas de non-conformité? Les sanctions sont de 2 ordres. Il y a des sanctions disciplinaires, c'est-à-dire administratives, et ça peut aller même aux sanctions pénales, judiciaires. Donc les sanctions disciplinaires, ça peut aller à la suspension par le chef du service qui peut sanctionner l'agent, à commencer par
des mises en pied, à travers des suspensions de quelques jours. Et ça peut aller même au-delà des sanctions de deuxième degré. Donc là aussi, c'est des sanctions plus lourdes que comment on appelle les mises en pied ou bien des suspensions de 3 mois. Donc au-delà de ces sanctions, si l'agent porte plainte et qu'il est avéré que l'agent en question a fait exprès de traîner le dossier pour soutirer de l'argent, c'est-à-dire la corruption, vous le savez très bien, il peut répondre de ces actes de façon pénale. Donc ces sanctions sont de 2 ordres. D'accord. Malgré la lenteur, souvent des citoyens sortent avec des erreurs sur leurs documents administratifs. Peut-on parler d'incompétence des agents? Bon, on ne peut pas le mettre dans le champ de l'incompétence. C'est des erreurs qui peuvent arriver à tout le monde. Le volume du travail. La lourdeur administrative aussi, c'est le volume du travail de l'agent en question. Dans nos administrations, aujourd'hui, vous allez voir un seul agent, il a en charge de traiter le dossier souvent de 1000, 2000, 3000 personnes. Donc, il est aussi tenu d'un résultat. Donc, de bonne foi, l'agent peut se tromper en commettant ces genres d'erreurs. Ça peut arriver sans être de mauvaise foi. Mais des résultats avec des erreurs qui pourraient mettre encore le processus en danger ou en retard? Bon, quand il y a erreur de ce genre, il y a toujours les procédures pour corriger également. Comme on le dit, tout être humain n'est parfait. Donc la perfection, elle n'est que divine. Donc l'être humain, en faisant des œuvres, vous pouvez commettre des erreurs. Mais cela ne fait pas dire que vous êtes incompétent. Donc si vous commettez l'erreur, il faut vous assumer en disant que bon, j'ai fait une erreur, il faut corriger dans le délai également. Tout ceci, dans l'administration, c'est encadré, à vrai dire. D'accord. Docteur Seydou, on parlait tout de suite des erreurs. N'est-ce pas une interpellation de l'efficacité de la gouvernance publique? Vous savez, mon cher ami Maïga, nous avons une difficulté qui est constatée au Mali. L'insuffisance de personnel. Malheureusement, l'administration, on tente de l'étoffer, mais souvent on a l'impression que actuellement, les nouvelles recrues constituent des gens un peu pressés. Dans le temps, quand on vient, on accepte les périodes de stage, les périodes d'apprentissage, de maîtrise des dossiers. Non, et ils viennent avec d'abord le chéquier, c'est combien par mois. Et nous savions que celui qui démarre une activité et qui ne cherche pas à maîtriser l'activité, ne maîtrisera pas l'activité, n'aura pas d'argent et ne fera pas de résultats. Et étant attiré par l'argent, c'est naturellement que la corruption vient maintenant l'accompagner dans le cas. Donc vous estimez que des fois il y a également des corruptions autour de ces documents administratifs, la recherche de ces documents administratifs? Tout à fait. J'ai beaucoup aimé l'intervention de mon cher ami Abdelkader Fofana, qui a rappelé que souvent, on te pousse vers la corruption. Et moi, je situe la responsabilité aux 2 niveaux, l'usager et l'administrateur. Souvent, l'agent qui a, comme mon ami Diarra vient de le dire, 2000 dossiers à traiter lui seul. Vous êtes pressé. Le pressé, le moins pressé, l'homme qui est prêt pour la corruption et l'autre qui ne l'est pas. Donc souvent, tu changes la philosophie du travail. Moi, ce que je ne comprends pas et que les Maliens n'acceptent pas, j'abonde dans le même sens que M. Fofana, on n'a jamais eu une administration corrompue ou complète. L'agent d'accueil a un chef. Son chef a un chef. Le chef de son chef a un chef. Jusqu'au médiateur, jusqu'à l'espace d'interpellation. Si on est patient, c'est nous d'abord qui pouvons combattre ce qu'on appelle la corruption, la lourdeur administrative. J'ai mon dossier avec vous, vous avez parlé d'un temps de traitement. Par exemple, au niveau du droit du travail, lorsqu'on saisit l'inspection du travail d'un dossier, il a 15 jours pour répondre. Dans certains dossiers. Après 15 jours, l'usager n'a plus besoin de venir demander la réponse. Il commence à travailler. Et vous ne pouvez pas dire qu'il
il ne vous a pas saisi. Maintenant, si vous saisissez un agent qui refuse de traiter votre dossier, cherchez à voir son responsable. Si son responsable est un peu de mèche avec lui, c'est sûr que le patron de son responsable n'est pas de mèche avec lui. Maintenant, si vous arrivez à faire ça, vous allez donner l'occasion, comme vous l'avez dit, à ce monsieur détenteur de la sanction, qui est soit son chef hiérarchique, soit les associations comme ASCOMA, soit même la justice. Mais pour corriger ça, il faut un nouvel état d'esprit. Que chacun joue son rôle. D'accord. C'est surtout ça le fond du problème. D'accord. Avant de donner la parole aux consommateurs, on revient vers vous. Il y a quelque chose que Dr Kanté a souligné. Est-ce qu'il arrive souvent que les administrateurs changent la philosophie du travail comme annoncé par Dr Kanté? Il arrive également, je dis... Moyennant quelque chose, bien sûr. Pas moyennant. Les administrateurs, de façon générale, il ne s'agit pas de l'administrateur civil, mais tout gestionnaire de services publics. Donc, il est là, il est garant du bon fonctionnement du service. Et il est garant aussi de l'efficacité et du résultat du service. C'est lui qui est le premier responsable. Donc, l'agent fautif qui soit là pour corrompre les usagers, la plupart des cas, si le premier responsable est informé, l'agent est sanctionné d'office. Ça me permet de venir au point soulevé par M. Fofana. Les Maliens n'aiment pas dénoncer. Donc, si de pareils cas se produisent dans une administration, c'est de dénoncer l'attitude malsaine de l'agent en question. Et le responsable en question, que vous appelez administrateur, il est tenu de donner une suite. Ça va nous amener toujours à notre loi, comme on l'a dit au début. Cette loi-là gère et règle les relations entre l'administration et les usagers. Les cas de manquement, les cas de faute grave de l'agent public sont sanctionnés. Et la loi est très claire là-dessus. L'agent ne peut pas, sinon le premier responsable, il ne peut pas tergiverser avec deux cas. Il disait tout à l'heure également que son premier responsable pourrait être de mèche avec lui. Cet agent fautif, est-ce que son responsable est-il de mèche avec lui? Bon, ça, c'est des cas de conscience professionnelle qu'il a souligné au départ. On ne peut pas dire que... On ne peut pas confirmer ou infirmer. Voilà, ça peut être vrai comme ça peut être à vérifier. Mais si ça arrive, c'est vraiment des cas de conscience professionnelle de l'agent et de déontologie. Parce qu'il n'est pas investi de ses pouvoirs. Nullement, il doit agir de cette façon. Donc, si un agent se comporte de mèche avec un de ses subordonnés pour corrompre un usager, c'est vraiment des agents qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Parce que, voilà. D'accord. Le consommateur, au Mali, on est souvent champion de l'adoption des lois, mais dans la pratique, c'est autre chose. La loi est ignorée. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous, cette situation? Cette situation s'explique généralement par le fait qu'elle n'est pas suffisamment maîtrisée par les agents. Les agents, ils oublient que, ou du moins le consommateur oublie que nul n'est censé ignorer la loi. Une fois qu'elle est prise, elle s'applique à tout le monde. Tu ne peux pas aller te dire « je ne savais pas ». Tu voles un œuf, tu seras sanctionné. Tu voleras un bœuf, tu seras sanctionné. Donc l'agent ou le consommateur est censé ne pas ignorer. Donc je pense que la difficulté n'existe pas dans ça. Peut-être le fait que ce n'est pas assez ventilé. Mais comment faire maintenant pour que les lois soient assez ventilées? Par exemple, il a parlé d'une loi et moi, je ne sais pas comment trouver le texte. Donc, il y a des points, et même si tu vas sur le journal officiel, souvent, pour trouver des textes, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas, est-ce que l'administration ne peut pas chercher à ventiler le maximum que possible, ou éventuellement envoyer aux structures qui en ont besoin, comme les consommateurs, comme beaucoup d'autres structures, qui sont directement impliquées dans ces choses-là. Et je voulais demander au passage à Dr Kanté, il a vraiment touché au plaid, et surtout les ressources humaines.
les ressources humaines, c'est extrêmement important, il n'y en a pas assez. Ils ne sont pas assez compétents. La preuve, vous allez dans un service, vous allez trouver 3 4 secrétaires qui sont des stagiaires autour d'une seule. Et très souvent, elle est absente. Donc je pense que le stage existe, c'est autorisé, c'est pour améliorer, mais un stage qui est illimité. Et souvent, le stagiaire prend la place du titulaire, sans aucune formation. Et généralement, elles deviennent arrogantes, parce qu'elles savent que je suis là pour un moment. Donc je préfère me servir, avoir quelque chose et partir. Donc, je pense que c'est extrêmement important de déployer aussi des gens à l'intérieur. À l'intérieur, je l'ai dit dans mes propos, que pour être pris au Mali, il faut que tu sois ici. Il faut qu'on jette un regard à l'intérieur du Mali, dans le pays profond, où il y a des besoins. Tu vas dans les services, j'ai eu l'occasion d'aller dans les services, où il n'y a même pas de secrétaire. Il n'y a personne, ne veut venir. Alors il faut les déployer là-bas. D'accord. Mais quels sont, selon vous, les services qui doivent plus évoluer dans ce domaine? Peut-être avec l'aide de l'administrateur. Mais moi, je pense que les consommateurs aussi ont leur rôle à jouer. C'est-à-dire, si vous avez un manque quelque part, si vous nous dites, nous, on entreprendra, c'est que le CEL soit pourvu. Maintenant, comment la personne sera rémunérée? La personne sera rémunérée à partir de sa capacité à assimiler les dossiers. Une fois que tu seras compétent, déclaré, avéré, je crois qu'il n'y a rien à faire, tu seras embauché. Tu seras choisi ou par quelqu'un d'autre. En tout cas, tu ne vas pas t'éterniser là-bas. Je pense que c'est ce qui est fondamental. Qu'on ait une politique au niveau des écoles d'envoyer des stagiaires à l'intérieur du Mali ou auprès de services techniques, par exemple lors des architectes. Pourquoi ne pas arrêter, envoyer des stagiaires? J'ai parlé tantôt d'autorisation de construire. Il y a beaucoup d'autres chez un avocat. Je crois qu'il y a lieu d'exploiter tous ces associations professionnelles ou des ordres professionnels que l'État a mis en place. Ce n'est pas les architectes qui ont mis l'ordre des architectes. Ce n'est pas les avocats qui ont mis l'ordre des avocats. C'est l'État qui a mis ces structures pour l'aider dans sa tâche. Et aucunement, ils ne pourront refuser de prendre des agents de l'État parce qu'on a un certain privilège. Et il faut en retour donner quelque chose. D'accord. Yara, quels sont les services publics qui doivent évoluer selon vous dans ce domaine, notamment dont on parle dans le traitement de dossiers qui doivent évoluer? Tous les services publics sont concernés. Les gens voient en premier lieu les services publics qui fournissent les services sociaux de base. Quand vous prenez les mairies, par exemple, les gens sont vraiment actifs à ce niveau pour demander les actes d'état civil, les autorisations de construire et plein d'autres. Donc, ce sont des services publics qui sont vraiment pourvoyés par les usagers. En dehors de ces services, vous avez plusieurs autres services tels que les services financiers, les services de l'administration publique. Par exemple, quand vous prenez la direction des ressources humaines, presque dans tous les ministères ou groupes de ministères, vous avez une direction des ressources humaines qui traite les questions des ressources humaines. Donc, c'est des services où les usagers sont vraiment actifs à ces niveaux. Au niveau des services de la fonction publique également, que ce soit la fonction publique de l'État ou la fonction publique des collectivités territoriales, ce sont des services où on enregistre plus de demandes des usagers. Donc, selon vous, l'État doit transférer de nouvelles missions aux collectivités territoriales? Non, pas que transfert. L'État a vraiment transféré l'essentiel des compétences. Aujourd'hui, à peu près 21 domaines sont transférés aux collectivités territoriales. Donc la question n'est pas au niveau des transferts de compétences, mais donc, les ressources humaines. De quelle manière cette organisation devrait-elle évoluer alors? C'est-à-dire la question des ressources humaines, c'est ce qui fait défaut. Nous avons les compétences parce que c'est dit que les collectivités, vous devez faire cela, vous devez faire cela, mais vous devez faire avec quelles ressources humaines? Ce sont ces ressources-là qui manquent.
tant au niveau des services des collectivités territoriales qu'au service de l'État. Le docteur Kanté l'a dit, les ressources humaines dont on dispose aujourd'hui, ça a été démontré par tout le monde. Et il y a vraiment un manque de ressources humaines de qualité. Donc il faut que l'État songe à doter tous les services de ressources humaines de qualité. C'est ce qui pourra nous sortir de cette lourdeur. D'accord. Kanté, comment satisfaire les usagers et rendre efficaces les services publics? Bon, il y a plusieurs pistes de réflexion parce que ce n'est pas malheureusement un phénomène qui appartient au Mali seulement, c'est partout. Vous partez même maintenant dans les pays développés, vous voulez avoir un rendez-vous avec un médecin là-bas, il faut faire attention, souvent ça prend des mois. Ou bien vous voulez accéder à un service public, vous allez voir souvent c'est compliqué. Mais quelle est la solution? Aujourd'hui, nous avions des outils qui commencent à prendre corps et montrer les résultats. Mon ami Diarra a parlé de la digitalisation, par exemple la gestion du courrier. Vous savez que au niveau du secteur privé, il y a moins de difficultés souvent parce qu'un courrier déposé est traité par le premier responsable et amputé par voie électronique. Il sait exactement en temps réel où se trouve le dossier. Donc avec le numéro de dossier, l'usager peut mettre la pression parce que ce que j'ai appelé l'information du chef hiérarchique est connue. À chaque fois qu'il regarde son courrier, il trouvera que le dossier est chez l'agent lambda. Maintenant, l'usager aussi doit bénéficier de l'information. Vraiment, je partage ça avec M. Fofana, les usagers maliens ont besoin d'information. Vous rentrez dans un service public, il y a des difficultés à accéder à l'information. Je prends le cas de beaucoup de nos enfants, de nos jeunes frères de l'université, qui viennent trouver des gens bandits devant l'université, qui disent, vous êtes venus vous inscrire, ils disent, oui, mais donnez-moi votre dossier. Ils prennent leur dossier, plus les 6 000, ils jettent les dossiers, ils partent. Si tu le suis, ils vont sortir avec un papier, ils vont te donner pour dire que tu es inscrit. Au bout de l'année, alors qu'est inscrit celui qui est légalement et normalement inscrit. Toi, tu as donné ton dossier à quelqu'un qui n'est même pas dans l'administration, il a jeté ton dossier. Malheureusement, tu n'es plus étudiant. Pour dire que depuis à ce niveau, il y a des difficultés d'information. Il faut accentuer l'information. Le dispositif existe. Les moyens sont là pour le contourner, mais il faut des mesures de mise en œuvre par la communication, par l'information et par l'accentuation des sanctions et surtout recruter des ressources humaines de qualité, étoffer l'administration. Donc, faut-il donc donner plus d'autonomie aux fonctionnaires de terrain? Si. Le fonctionnaire a besoin d'être responsabilisé et lui donner plus d'autonomie et lui donner surtout, en réalité, les conditions de travail. D'accord. Fofana, comment faciliter dans l'urgence les démarches administratives? Bon, les démarches administratives, je pense que je l'ai dit, il faut penser à les simplifier d'abord. Simplifier, c'est quoi? C'est-à-dire ce qu'il faut, choisir ce qu'il faut et comment le faire. Et ça, il y a des outils qui nous permettent. Je prends l'exemple que M. Kanté a dit, un document qui était arrivé pour 3 jours. S'il vient sur Word, Word a une possibilité maintenant, une application. Dès que je t'envoie le dossier va sur 5 personnes. Et tu as 2 ou 3 jours, si je veux, une semaine, pour réagir. Si tu ne réagis pas, le dossier n'est plus chez toi. Et dès que tu réagis, tes observations viennent en rouge chez moi. Donc en ce moment, je sais que tu l'as lu, que tu as porté tes observations, qui est connu par tous les autres. Je pense que c'est les ressources de qualité et ça passe aussi par des stages. Il faut vraiment amener les gens à apprendre pour servir. C'est très facile. D'accord, on va donner le dernier mot à Diarra. L'accès à l'information est-il possible aujourd'hui dans nos services administratifs? Oui, l'accès de l'information est accessible aux usagers par les canaux officiels et aussi par d'autres canaux. Donc cet accès-là n'est pas un souci au niveau de l'usager. Et qu'est-ce qu'il faut concrètement aujourd'hui pour permettre aux populations d'avoir accès directement aux papiers recherchés?
Voilà, donc je l'ai dit au début, aujourd'hui, le monde évolue. Nous sommes dans l'ère numérique, il faut aller vers la digitalisation de la gestion, pas la digitalisation du paiement. C'est un premier pas que nous avons déjà abordé. Maintenant, il faut aller vers la gestion. Comment accéder aujourd'hui avec mon smartphone ou bien avec mon ordinateur, que je puisse faire ma demande de casier judiciaire ou ma demande de nationalité, payer et puis télécharger directement le certificat en question. D'accord, merci. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur la lourdeur administrative, le dénominateur commun de services publics. Et nous étions avec Bourama Diarra, secrétaire général du syndicat autonome des administrateurs civils, SINAC, Dr Seydou Kanté, spécialiste en droit de travail et de la sécurité sociale, Cheikh Abdelkader Fofana de l'association de consommateurs du Mali, ASCOMA, à la régie vidéo Gagné Kanté, à la régie son Mamadou Ouattara. Ce débat vous a été présenté par Imrana Kilomaïga. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.